Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Atlantic Radio, tous les jours, les décodeurs, le moment que vous attendez, on parle d'actualité, on décrypte l'actualité, tout ça avec le sourire, parce qu'on s'aime. Voilà, c'est tout simplement et ça. Et la pluie surtout. Donc, un temps automnal magnifique. Vous avez manqué. Automno-hivernal. De me déshabiller, de me mettre en short, etc., etc. Enfin voilà, pour fêter. Singing in the rain. Alors, tout à l'heure, dans la deuxième partie, ce sera l'international de la semaine, Afid Boutaleb, qui est là pour évoquer les sujets d'actualité internationaux. On parlera de ce qui se passe au Mali, autour de Bamako, dans le Sahel, c'est super important. Et puis on reviendra également sur le voyage du pape au Liban, qui a été très important pour... Premier voyage. Premier voyage, et très important pour le Liban. Et puis, on va commencer avec un sujet sur les jeunes et le marché du travail. Alors, c'est un sujet à tiroir aujourd'hui parce qu'on va parler d'une super enquête que vous avez fait chez DRH.ma. Youssef El Amal, bonjour. Bonjour Franck. Afid Boutaleb, bonjour. Bonjour Franck. Et on va en parler parce que c'est une enquête sur le stage de fin d'études, le PFE, c'est ça ? Exactement. Et vous avez interrogé des entreprises, des DRH, des entreprises de plus de 250 personnes. Donc à peu près 148 DRH ont répondu à vos questions. Un échantillon assez représentatif. Et les réponses sont incroyables. C'est clair. D'ailleurs, il faut les saluer, les DRH qui ont répondu à cette enquête, parce qu'ils ont été super honnêtes. Mais en fait, parce qu'ils ont aussi un intérêt par rapport à ces réponses, parce qu'ils veulent se positionner par rapport à ce qui se fait sur le marché, et surtout défendre ça auprès du DG pour avoir plus de budget pour organiser. C'est ça, d'accord. Donc il y a des intérêts. Un outil stratégique, cette enquête. Et surtout, l'étude, donc, il a été faite il y a 2 semaines. L'objectif, c'est un parti pris. On s'est concentré principalement sur les grandes entreprises. C'est pour ça qu'on a ciblé l'effectif de plus de 250 personnes, justement pour nous intéresser qu'aux entreprises potentiellement qui sont structurées, qui ont une équipe RH. Oui, tout à fait. On a bien compris. On va revenir tout à l'heure sur cette enquête, parce que là, je voudrais faire, en termes journalistiques, on appelle ça une fausse ouverture. Sur le sujet, c'est la journée internationale du handicap aujourd'hui, et je voulais qu'on parle 2 secondes du handicap et de l'emploi au Maroc. La présence des handicapés dans les entreprises, c'est pas top. Écoutez, on prépare quelque chose dans ce sens-là, parce que on a aussi une étude qui est en cours pour évaluer un petit peu toutes les pratiques. Moi, j'aimerais juste recadrer un petit peu tout ce qu'on fait comme travail chez DRH.ma, parce que on se concentre que sur les grandes entreprises. Il ne faut pas oublier que le tissu économique n'est pas composé que des grandes entreprises. On en parle quasiment tous les jours, on parle des PME, des TPME, etc. Mais j'avoue qu'on ne parle pas souvent des grandes entreprises. En ce moment, avec le PLF, on parle beaucoup des PME, des TPME, des plus petites entreprises, mais c'est vrai qu'on ne parle pas souvent des grands navires. C'est clair. Et pour parler un petit peu de l'handicap et comment les entreprises, on a très très bons exemples d'entreprises qui ont intégré ça au niveau de leur indicateur RH. Et moi, du moins, c'est intégré au niveau de l'indicateur RH. Ça veut dire que je vais pouvoir le mesurer. Et le constat, il est assez simple, c'est que toutes les actions qui sont menées par les DRH nécessitent aujourd'hui des budgets. Et tant qu'il n'y a pas de budget, on ne va pas pouvoir... parce que lorsqu'on parle budget, ça veut dire qu'il y a une autorisation à haut niveau pour dire que, OK, par rapport à ce sujet, donc je mets des budgets. Et ça au même titre... que c'est le message qui est lancé, c'est une priorité. Exactement, c'est une priorité. Donc je veux avoir des résultats et je veux aussi me positionner. Aussi, par rapport aux grandes entreprises, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là. Maintenant, il faut mettre en lumière toutes ces pratiques. Et c'est l'objet, encore une fois, d'un support comme DRH.ma, c'est de leur donner la parole pour dire, inspirer les autres DRH et surtout leur montrer que c'est pas très difficile, en fait, de switcher on va dire, d'un cadre du travail qui n'est pas
friendly pour les personnes qui sont à mobilité réduite, par exemple, en mettant à leur disposition des accès qui sont plus faciles, en mettant à leur disposition des desks où ils vont pouvoir travailler tranquillement, en mettant aussi des conditions de travail où ils vont pouvoir éventuellement être en télétravail. Au final, j'ai l'impression qu'il y a des préalables qui sont quasiment insurmontables, quoi. Mais le préalable, pour moi, il commence par la validation de la direction générale. Okay. Et la validation, ça vient avec des indicateurs, ça veut dire que j'aimerais savoir combien on a intégré de personnes qui sont en handicap, et pouvoir mesurer ça sur la durée et par la même occasion aussi accorder des budgets. Alors, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des quotas Pas sûr que c'est. Mais dans le privé, hein. Je suis pas sûr que c'est la bonne. Non, vous n'aimez pas les quotas, vous. Ouais. Mais bon, là, ça n'a jamais marché les quotas. Ouais, d'accord. Mais tous les ans, on dit il n'y a pas beaucoup de handicapés. Ce que vient de dire Youssef El Amal, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas encore assez de volonté d'intégrer des handicapés pour des raisons budgétaires, pour des raisons de peut-être culturelles, de philosophie, etc. Je ne sais pas. Je sais pas quel. Ça dépend aussi du manager. Ça dépend aussi de l'équipe de direction. Dans le même sens, Franck, moi je pense qu'il y a aujourd'hui, on a des indicateurs ESG qui sont installés notamment pour les entreprises qui sont cotées en bourse. Moi je pense parmi les indicateurs, et ça aussi c'est un sujet sur lequel on est en train de préparer quelque chose, c'est que pour une introduction en bourse, on va regarder tous les éléments financiers, mais on ne va pas valoriser tout le travail qui devrait être fait sur le RH. C'est-à-dire le rapport d'introduction, vous allez trouver des dizaines de pages sur le volet financier, solidité financière, alors que c'est l'humain normalement qui devrait être valorisé. Et la qualité, et la RSE, tout ça, il y a des choses. Il y a aujourd'hui l'AMC en fait, ils ont des obligations ESG, RSE, ainsi de suite, qui doivent être mesurées, qui doivent être communiquées. Mais ça n'a pas le même poids aujourd'hui que le volet financier, solidité financière. Et je pense que le volet handicap aujourd'hui, il pourrait, notamment dans ces entreprises-là qui ont une obligation de communication trimestrielle pour donner des éléments au marché sur la solidité de l'activité de l'entreprise, ça devrait éventuellement être une piste pour dire que ils font des choses pour l'handicap. Afid. Pour l'handicap, oui. Moi, c'est juste, j'ai vu hier ce geste très important de l'ONCF d'accorder des rabais sur tous les tarifs des trajets effectués par l'ONCF, que ce soit Supratour ou les trains. C'est très bien ça. Oui, c'est très bien. C'est bien. Maintenant, est-ce que les trains sont accessibles à cette population? Oui, c'est vrai. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut comme remue. Maintenant, est-ce que ces personnes-là sont en mesure de monter dans les bus de Supratour? Moi, je suis pas sûr que c'est le cas. Maintenant, c'est encore une fois, il faut encourager. J'aime bien voir la partie remplie du verre. Il faut encourager ce genre de dispositifs. Il faut les mettre en lumière pour inspirer d'autres. Alors. Le sujet concerne l'emploi. On va revenir tout à l'heure sur cette enquête qui est très intéressante. Les jeunes et le marché du travail. Quelles solutions concrètes? On est en pleine adoption d'une loi de finances. L'emploi fait partie des priorités. L'emploi des jeunes fait partie des priorités. J'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois. On a tendance à tout mélanger. Or, chez les jeunes, il y a les NEET. Les NEET, c'est pas de diplôme, c'est ni en formation, ni en éducation. Donc, ce sont des jeunes qui sont complètement écartés du marché de l'emploi et qui sont chez eux. Et j'ai envie de vous dire, depuis longtemps, on essaye de régler ce problème, mais on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas, Afid? Je peux pas vraiment vous dire, mais là où c'est crucial, je pense aujourd'hui, parce que c'est des débats qui s'imposent à tout le monde. Parce qu'on est dans une société très jeune. Oui, mais on a quand même fait un sacré chemin. On n'est plus vraiment dans les schémas d'avant. Je crois qu'avec le dernier recensement, on a vu que la population vieillit maintenant. Aujourd'hui, on est passé à un stade où commence à vieillir parce qu'il y a eu des efforts considérables depuis les années 60 pour accélérer la transition démographique. Ça a été vu au Maroc, ça a été vu aussi en Tunisie. C'est parmi les deux pays vraiment du sud méditerranéen qui ont fait cet effort
si on avait suivi des schémas comme ceux de l'Égypte ou de l'Algérie, aujourd'hui, il y aurait 55 millions de Marocains. Vous imaginez? Donc, on est 37 millions. Donc, il y a eu vraiment un effort pour réduire la population, ce qui est très important au vu des challenges, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on le sait, va détruire des pans entiers de l'économie, et il faut faire des têtes bien faites. Hein. Il faut encourager les langues étrangères, en plus de la langue nationale et des langues nationales. Et il faut encourager les raisonnements et pousser les gens à l'entrepreneuriat. C'est ça l'avenir. Youssef, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce que finalement les mesures de l'État, elles servent à quelque chose? Est-ce que par exemple ces grandes entreprises dont vous parliez tout à l'heure, elles doivent pas être plus moteurs dans l'emploi des jeunes? Je ne crois pas que la solution viendra des grandes entreprises. C'est là où, encore une fois, il y a beaucoup de dispositifs qui sont orientés grandes entreprises, PME, qui sont structurés et qui peuvent suivre d'un point de vue administratif, éventuellement pour des contrats d'insertion, ainsi de suite, alors qu'on oublie que 92% du tissu économique il est composé principalement de TPE. Donc c'est vers cette population d'entreprises qu'il faut s'adresser et vers cette population d'entreprises qu'il faut aller chercher d'emploi. Alors lorsqu'on pose la question à ces TPE, ils me disent aujourd'hui je recrute pas. Oui, parce que on revient toujours à la croissance. Hein. Si on avait 6-7% de croissance, ce serait plus simple. C'est clair. Et si on avait beaucoup plus de pluie, ça serait encore plus simple, parce qu'il y aura plus de personnes qui sont dans le rural. Mais surtout, il y aura plus de jeunes qui resteront le rural, ne viendront pas chercher des emplois. C'est vrai. On a toujours les mêmes problématiques. On va s'interrompre. On revient juste après les infos de Karim Droné. Et aujourd'hui, premier sujet, on parle des jeunes et du marché du travail, et on va tout de suite revenir avec mes deux décodeurs du jour, Youssef Elamal, le patron de DRH.ma, entre autres, et Hafid Boutaleb, analyste géopolitique. Bonjour Franck. On va parler du Mali, c'est ça. Tous les jours, vous scrutez l'actualité internationale. C'est ça. Ouais, c'est bien. Tout à l'heure, on va parler du Mali, on va parler du pape au Liban également. J'aimerais qu'on parle maintenant de cette enquête qui a été faite au sujet des PFE. Alors d'abord, Youssef, expliquez-nous ce que sont ces PFE. Les PFE sont les projets de fin d'études. Généralement, en fait, ce sont c'est l'année charnière où le jeune va devoir valider sa formation, et par la même occasion, il devrait en profiter pour trouver un emploi. Et lorsqu'on parle PFE, on parle généralement d'une période de stage de 4 à 6 mois. Donc c'est une période de stage qui est assez longue. Des stages qui sont rémunérés ? Alors ça c'est à la discrétion des entreprises, mais dans le cas des grandes entreprises, la majeure partie des stages sont rémunérés. On ne parle pas de rémunération, on parle plutôt de prime de stage, parce qu'il y a aussi un cadre légal sur ça. Le profil des gens qui font ces stages, alors donc ce sont des gens qui sont diplômés ? Et qui sont en préparation de leur dernière année. Voilà, c'est pour ça que il y a une particularité par rapport à ces jeunes étudiants qui sont en dernière année. Donc il faut différencier entre PFE et PFA, donc projet de fin d'études. Et PFA, c'est projet de fin d'année. Donc, un projet de fin d'année peut intervenir 2e, 3e, 4e année, alors que le projet de fin d'études, c'est la dernière année de formation. La particularité de cette population, c'est que sur le marché marocain, il y a un décalage de calendrier. Pour partir en stage PFE, on va le faire à partir de janvier, au plus tard février. Donc il y a eu une réorganisation de ce calendrier, une adaptation de ce calendrier par les écoles, parce que les écoles ils ont compris que plus ils partaient tôt dans l'année, plus ces jeunes-là avaient la chance de trouver un stage et par la même occasion trouver un emploi à la fin. Lorsqu'on parle stage PFE, pour moi, de nature, ça devrait être un stage pré-embauche. Alors, pour qu'on comprenne bien, deux questions. Est-ce que sont les écoles, par exemple, on va prendre une école de commerce, par exemple, qui va avoir des contacts avec des grandes entreprises pour envoyer donc des étudiants en stage, ou est-ce qu'il y a dans
chaque entreprise, idéalement un monsieur ou madame PFE qui gère ça. Les deux. Les deux. Pour avoir une réponse qui est assez précise, soit revenir à notre étude sur le paysage des stages. En fait, on a fait un baromètre de l'employabilité des jeunes. On a cherché l'information. Est-ce que les écoles avaient structuré la politique des parents stages? Est-ce qu'ils ont quelqu'un qui est en charge des stages, et ainsi de suite? On a une étude qui est assez détaillée et en début janvier, il y aura la deuxième édition de cette étude. Donc, ce qu'il faut noter, c'est pour les écoles qui sont sérieuses, ils ont un responsable relation entreprise. Le responsable relation entreprise, son rôle, c'est de prendre contact avec les entreprises qui recrutent ou qui prennent des stagiaires et qui préparent la mise en relation entre ces étudiants et les recruteurs dans le cadre de la campagne PFE. Du côté des entreprises, pareil. Les entreprises qui sont sérieuses et surtout celles qui recrutent plusieurs stagiaires, une centaine de stagiaires, il y en a qui prennent des centaines de stagiaires, ils ont un responsable de relation avec les écoles. Ouais. Pour l'objectif, c'est de préparer la visite des écoles, identifier les meilleurs profils et pouvoir organiser l'arrivée de ces étudiants en entreprise. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas dans la majeure partie des écoles. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la majeure partie des grandes entreprises. D'accord. Question, quand on fait ses études à l'étranger, par exemple, est-ce que on peut faire son PFE au Maroc? On a aujourd'hui des cas de figure où, notamment dans l'hôtellerie, on va prendre des stagiaires qui sont issus d'écoles connues à l'international, qui vont venir au Maroc pour des stages longue durée, et qui sont généralement des stages rémunérés. On va prendre la personne en charge par rapport à son hébergement et on va même la recruter par la suite. Alors, les résultats, les résultats de l'étude, si je prends par exemple le premier résultat qui me vient là, 71% des entreprises n'ont pas de politique de stage pleinement formalisée J'insiste sur le mot pleinement formalisé. Ouais. Alors, on a posé, en fait, la question, elle était assez simple. Est-ce que dans votre entreprise, vous disposez d'une politique de stage formalisée? Et il y avait 3 réponses. Donc la première, c'est oui, formalisée à jour. La deuxième, formalisée mais partiellement actualisée. Et la troisième, non formalisée. Donc il y en avait dans 71% des cas des DRH qui nous disaient il existait, s'il y a une politique, maintenant, soit il n'est pas écrite, soit il n'est pas actualisé. Ce qui veut dire qu'il y a cette volonté de... Ça veut dire quoi? Oui, mais alors ça il faut le prendre avec beaucoup de recul parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des professionnels. Lorsque vous adressez à un DRH, vous lui dites, vous prenez des stagiaires PFE, oui, je prends des stagiaires et la campagne est déjà lancée au mois de septembre, mais c'est pas formalisé, c'est pas écrit. Il n'y a pas une campagne de communication interne qui est lancée, mais c'est déjà intégré au niveau de mon process, c'est déjà rodé, on le fait depuis plusieurs années, donc il est là. Maintenant, lorsqu'on parle formalisé, encore une fois, je reviens à ma réponse lors de la première partie des décodeurs, c'est que s'il n'y a pas d'indicateurs qui sont clairs, s'il n'y a pas d'objectifs clairs par rapport à cette campagne de stage PFE, si je compte pas recruter après cette campagne, si je compte pas améliorer mes indicateurs RH après cette campagne, donc c'est normal que ce n'est pas formalisé, ce n'est pas écrit, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de suivi derrière. Ouais. Il y a tout un tas de chiffres. Si on devait résumez-moi un petit peu les résultats de cette enquête. En résumé, en fait, les résultats de cette étude qui est accessible, qu'on mettra le lien sur les replays, c'est les entreprises qui ont compris que aujourd'hui, le stage est un vrai vivier pour aller chercher les futurs recrues. Et ils vont commencer à le faire dès le mois de septembre via une campagne qui est déclarée, qui est structurée, qui est accompagnée d'outils qui sont mis à la disposition des tuteurs, des encadrants, des équipes RH, qui est accompagnée par un recensement de besoins, parce que n'importe quelle campagne de stage doit débuter par un recensement de besoins pour savoir quels sont les besoins demain pour remplacer telle personne qui va éventuellement partir à la retraite, ou bien pour préparer un besoin en termes de productivité dans telle ou telle structure. Donc,
pour ces entreprises-là qui ont intégré ce process dans leur politique de recrutement, ils arrivent aujourd'hui à réduire les coûts de recrutement. J'imagine, bien sûr. Oui, parce que si on prend par exemple le cas d'une banque, on pourrait prendre le cas d'une banque. Finalement, un PFE c'est pas mal parce que après on peut commencer la formation rapidement, quoi. On peut identifier des profils qui sont intéressants. Et même des nouveaux profils, parce que les banques ont besoin de cybersécurité, ont besoin de faire beaucoup de choses. Donc c'est surtout ça, c'est que c'est gagnant-gagnant. Je veux dire gagnant pour la personne qui arrive et qui du coup va se retrouver dans le bain tout de suite avec identification des possibilités dans l'entreprise. Hein. Bon. Et puis voilà. Donc c'est. Et ce qui est important dans cette démarche, c'est que la majeure partie des DRH avec lesquels on discute, ils nous expliquent qu'aujourd'hui, la formation n'est pas en adaptation par rapport à leurs besoins en termes de compétences. C'est pour ça que mettre en place une politique de stage au sein de l'entreprise, ça leur permet pendant 4 à 6 mois de récupérer un profil que techniquement il est bon, et pouvoir le préparer par rapport à la culture de l'entreprise, pouvoir l'outiller et voir comment il se comporte. Donc on va voir le volet soft skills aussi, mettre en pratique certaines comportements, comment il va se comporter lorsqu'il a travaillé au sein c'est-à-dire que là, après, on va le mettre dans un circuit RH, donc forcément, on va évaluer un petit peu au niveau des soft skills, ça va être important. Comment on fait pour inciter ces entreprises à s'organiser un peu plus, à signer plus de conventions avec des écoles, à presque automatiser cet accueil? Ça passe par encore une fois, par l'intérêt en termes de structuration de la politique RH. Lorsque j'ai un besoin aujourd'hui de monter en compétences, j'ai 2 façons de faire. Soit aller chercher des profils qui se trouvent déjà sur le marché, donc avec le risque à ce que cette personne ne soit pas très adaptée par rapport à la culture de l'entreprise, ne soit pas très maniable en termes de process parce qu'il a une façon propre à elle de faire les choses, donc qui n'est pas forcément en phase par rapport au process de l'entreprise, alors que le stage permet cette flexibilité et permet d'aller chercher ces jeunes-là et surtout de compléter leur formation par des cas pratiques pendant 4 à 6 mois. Et c'est un laboratoire en fait pour observer le comportement de ces jeunes et pouvoir identifier les meilleurs. Aussi un point qui est important à citer, c'est que lors de cette étude, on a identifié aussi que plusieurs entreprises assumaient le fait de prendre des jeunes de 4 à 6 mois, de les rendre employables dès le 6e mois et accepter à ce que ces jeunes-là partent après 2 ans. Dès qu'ils ont acquis une certaine expertise. Donc ils ont intégré ça même dans leur business model, en disant que j'ai 30% de ma force de production qui est composée principalement de juniors, que je vais prendre à la sortie d'école, ça va me coûter moins cher, parce que le salaire d'un sortie d'école reste accessible en comparaison avec quelqu'un qui a de l'expérience, et accepter à ce que ces jeunes-là partent après 18 mois, parce qu'ils auront accumulé suffisamment d'expérience, et après 18 mois, potentiellement, ils vont tripler leur salaire. Donc j'accepte à ce qu'ils partent. Donc il y en a qui ont intégré même ces jeunes-là dans le dispositif de remplacement de leur population, ce qui leur permet d'être très compétitifs par rapport à certains marchés. Il y a des secteurs stars où ça fonctionne bien ? Oui, l'offshoring, tout ce qui est l'audit, finance, métier de l'informatique. Ces jeunes-là, on va les reprendre à la sortie d'école encore une fois. Ils vont être placés en tant que juniors. Ils vont même être facturés en tant que juniors à des clients à l'international, et on accepte à ce que ces jeunes-là partent après 2 ans, à ce qu'ils doublent leur salaire, parce que ça rentre plus dans notre business model, parce que du coup ça va devenir plus cher à facturer, et on va aller chercher d'autres jeunes qui sont sortis d'école, et pour moi c'est un équilibre pour moi qui est justifié. L'entreprise trouve son compte, et le candidat il apprend un métier. Et il trouve aussi son compte parce qu'après 2 ans, il va doubler, tripler son salaire. Alors c'est une enquête très intéressante et on va vous mettre le lien sur le replay de l'émission. C'est pas du tout le même sujet, mais puisqu'on parlait de formation, à votre avis, est-ce qu'on va réussir à mettre en place l'apprentissage comme c'est la volonté, on va dire, du ministre de l'Emploi ?
c'est l'école de la deuxième chance, il faut l'appeler comme ça. Ah oui. Bah oui, c'est un modèle qui fonctionne très très bien. Oui. Mais c'est un peu péjoratif. Oui, mais l'école de la écoutez, deuxième chance. non. Pour moi, écoutez, on est en contact avec beaucoup d'associations qui font ce travail-là. Moi, je pense qu'il faut accepter d'aller récupérer certains jeunes qui ont un incident de parcours, qui se sont retrouvés parfois dans des domaines qui les correspondent pas, et pouvoir les récupérer et les accompagner pour qu'ils puissent s'orienter vers... Donc, deuxième chance pour moi, c'est pas négatif. Deuxième chance, c'est au contraire. C'est pas forcément, parce qu'on parlait des NEET par exemple, on peut choisir d'être boulanger par exemple, et donc là, à ce moment-là. Alors là, c'est là où. Là, c'est pas la deuxième chance, quoi. Mais c'est là où j'ai envie encore. Ça me rappelle quand j'étais en seconde, j'étais en seconde B, il y avait encore à l'époque les secondes G en France, et on disait toujours, c'est la seconde G, c'est un peu la seconde de la deuxième chance, quoi. Bon. Mais c'est pas péjoratif. Non, mais après, j'ai bien compris. Mais moi, c'est pour vous taquiner. Mais c'est aussi pour les auditeurs, pour leur dire que il y a des appellations qu'il faut les simplifier. Tsadarroj ou autre, il faut dire qu'on va prendre ces gens-là, ils vont les accompagner pour leur donner une deuxième chance. C'est évident, on va leur donner déjà une chance. Et on parle de 100 000 jeunes aujourd'hui. Mais ça peut être beaucoup plus. Ça peut être. Et il y a aujourd'hui des initiatives qui sont faites avec des associations, parce que ce travail pour moi, ne devrait pas être forcément fait par l'État. Il devrait être confié à des personnes qui savent le faire, il n'y a pas de continuité dans la politique. Alors que s'il y a une association qui fait ça, et il y en a plusieurs qui font ça. Oui, bien sûr, qu'ils le font très bien d'ailleurs. On pourra en citer, je ne vais pas le faire mais il y a une vraie thématique autour de l'école de la deuxième chance, et il y a de vrais résultats qui sont très concluants par rapport à ces actions. Pour reprendre mon exemple de boulanger, évidemment, il y a aussi des énormes entreprises qui font de la boulangerie. Oui. Donc, il y a les DRH aussi. Exactement. Et donc, ça pourrait être quelque chose de très cool pour la jeunesse, justement. Oui, professionnalisante, et surtout permettre à ces boulangers. Parce que ça existe dans la boulangerie, dans les métiers de bouche, dans les restaurants, etc. Mais ça passe toujours dans l'informel, et c'est des choses qui ne sont pas organisées. Quoi. Si on peut permettre à ces boulangers de gagner plus, de le faire d'une façon plus professionnelle, plus structurée, et avoir de meilleurs revenus, pourquoi pas. Mais vous voyez que là, on parle de quoi, en fait ? On parle dans votre enquête, on parle de métier, on parle d'entreprise, on parle de... C'est justement ça. C'est que on parle de portes qui sont déverrouillées avec un peu d'organisation, un peu de volonté. C'est justement ça. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le rôle aujourd'hui de l'école, c'est de former, mais son rôle principal, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes à ce qu'ils intègrent le marché de travail. Donc le stage PFE, pour moi, c'est la clé, en fait, parce qu'on a des entreprises qui sont prêtes et qui sont à l'écoute et qui sont structurées pour pouvoir recevoir ces jeunes-là. Et il faut en profiter pour que encore une fois, pour ces jeunes-là, se confrontent à la réalité du marché professionnel, qui est complètement différente de ce qu'on va apprendre dans le théorique, ce qu'on va apprendre à l'école. Voilà, l'emploi, l'entreprise, le fonctionnement des entreprises sont des sujets, on pourrait parler tous les jours de ces sujets-là, très importants. On se retrouve juste après les infos de Mourad Baba, et on va parler suite des décodeurs avec Youssef El Amal, le patron de DRH.ma, et Hafid Boutaleb, analyste géopolitique et international. Et on va justement parler d'international, et on commence avec le Mali. Depuis plusieurs mois, le pays est confronté à une offensive djihadiste d'ampleur, entre blocus de carburant, attaques sur les axes logistiques, économie à l'arrêt, menaces directes sur la capitale. La situation au Mali bascule dangereusement, avec les récents appels à l'évacuation d'étrangers, notamment les fermetures d'écoles. La question se pose, peut-on encore éviter un effondrement de Bamako? Et surtout, qu'est-ce que peut faire la communauté africaine, la communauté internationale, pour venir un peu influer sur la situation malienne? Oui, on parle d'un pays voisin du Maroc, c'est à 2000 km au sud de Casablanca, Bamako, c'est pas vrai. Si loin que ça. Je pesais mes mots sur l'intervention internationale, c'est pour ça que... Oui, c'est surtout... On ne sait plus vraiment... Et c'est la situation au Sahel en général qui est devenue, depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011,
quasi insurrectionnelle. On se souvient de cette attaque de Mortar al-Mortar à Ain Amenas, qui avait menacé de faire sauter la poche de gaz souterraine. Ça aurait fait un séisme de 6 sur l'échelle de Richter ressenti ici à Casablanca. Vous imaginez, c'était en 2013 déjà. Et puis toute cette profusion de nébuleuses terroristes, hein, avec toute cette organisation. Et là, le JNIM, Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimin, qui dépend de Al-Qaïda, qui vient d'où? Qui vient du Sahel, du Sahara, du Grand Sahara algérien. Et ça nous interpelle, nous Marocains, cette situation au Mali. Non, puis en plus, on adore les Maliens. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est. Et oui, mais il y a eu. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que depuis à peu près fin novembre, début décembre, donc on est le 3 décembre ce matin, la situation en termes de l'approvisionnement de carburant a été rétablie. Grâce à qui? Grâce, bon, on le sait, hein, le soutien russe, mais aussi des convois qui ont démarré de Niamey au Niger pour traverser le Burkina Faso et arriver jusqu'à Bamako. C'est donc cette solidarité intersahélienne, ce projet national, je dirais, mais même transnational, de fédérer Mali, Burkina Faso et Niger autour d'une seule entité, l'AES, alors qui s'était polarisée par rapport à la France, parce que c'était la vision de la France-Afrique qui ne collait plus avec les ambitions locales, notamment des militaires et même les aspirations populaires. On peut le comprendre à 60 ans après la décolonisation, qu'on veut plus d'émancipation. Et la France n'a pas réussi à, on va dire, voilà, cette transition et à répondre à ces aspirations. Donc les Russes sont venus, et ce qu'il y a eu de nouveau avec les Russes, c'est qu'il n'y a plus de non-dit. Vous savez, parce que effectivement, la France-Afrique, c'était un grand non-dit, un immense non-dit, puisque dans les rapports, on ne parlait pas de France-Afrique, ça n'apparaissait nulle part. Mais c'était un non-dit et qui se traduisait par une réalité concrète. Aujourd'hui, les Russes, c'est très contractuel. C'est, voilà, on va faire tant de militaires pour tel endroit. Voilà, donc c'est des obligations contractuelles, quasiment de résultats, même pas de moyens. Et en échange, bon, ils ont accès aux réserves d'or. Rappelons que le Mali, c'est la deuxième réserve d'or du continent. C'est donc un pays extrêmement riche. Je voulais revenir 2 secondes sur la France. C'est vrai que vous avez raison de parler de cette espèce de fantôme de la France-Afrique qui est toujours là d'ailleurs. Mais il y a surtout aussi une chose, c'est que la France ne supportait pas ce terme de contractuel. Oui. Y a différentes sociétés françaises aussi qui travaillent sur le continent, qui sont des sociétés privées, mais bon, c'était pas encore, je pense que c'est en train de le devenir peut-être de plus en plus, dans le mindset français de pouvoir se dire qu'on peut se comporter comme les Russes ou comme les Américains aussi, hein. En fait, comme certaines grosses sociétés de sécurité américaines. Je crois qu'il fallait faire évoluer, parce qu'il n'y avait pas de critères tangibles pour évaluer véritablement la présence française, mis à part les investissements effectivement, mais c'était toujours de la perspective française, il fallait vraiment un accompagnement qui ne soit pas que mesurable, chiffrable. Il y avait tout ce lien émotionnel, 600 000 Maliens en France, la francophonie, ainsi de suite. Ça, c'est pas tangible, c'est pas mesurable. La plus grande ville du Mali, c'est Montreuil, en fait. Peut-être, oui, effectivement. Bamako, c'est quand même 3 millions d'habitants. Mais c'est vrai que oui, 600 000 Maliens en France, c'est considérable. Il y a cette tradition. Ce lien depuis le 19e siècle. Mais là, ce que les Maliens voulaient, justement, c'était sortir un peu de ce cadre pour pouvoir s'envisager de meilleure manière, puisque le résultat de 60 ans d'indépendance, c'est quand même toujours un pays morcelé, c'est quand même beaucoup de misère, de pauvreté. Ce n'est pas que à cause de la France, il faut surtout pas rentrer dans ce discours, mais c'est aussi à cause. C'est un pays qui se développe, hein, il y a très peu pour le moment, mais c'est un pays qui a besoin de se développer. Alors aujourd'hui, c'est un pays qui a besoin de transformer ses matières premières, qui a beaucoup de richesses surtout. Alors pour ce faire, c'est ça l'idée de mutualiser ces 3 pays, Burkina Faso, Niger, Mali, ça donne 80 millions d'habitants, ça fait un marché, ils veulent se structurer en tant que marché commun. Rappelons qu'ils sont sortis carrément de la CEDEAO. Mais cette offensive djihadiste, aujourd'hui, elle pose aussi la question du rôle de l'Algérie. Parce qu'il y a un grand froid depuis l'abandon des accords d'Alger par Bamako, un grand froid entre Alger et Bamako, et ça pose la question. Est-ce que c'est pas, on va se jouer l'avocat du diable, est-ce que c'est pas quand même les Algériens qui seraient derrière cette offensive du JNIM? Écoutez, beaucoup d'agents de Al-Qaïda, hein, c'est des grandes accusations là ce matin, mais beaucoup d'agents d'Al-Qaïda de
AQMI, du Maghreb islamique, sont en fait des agents des renseignements algériens. Et ça, c'est pas un secret pour personne. C'est un secret de polichinelle, comme on dit. Et le JNIM aussi est soutenu par qui? Par un imam qui s'appelle l'imam Dikou, qui est un imam salafiste assez rigoriste, qui est installé où? À Alger, qui est protégé et soutenu par les militaires algériens. Une question, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Algérie? Est-ce qu'il est une poche Al-Qaïda ou autre au sud, avec un accès rapide vers les ressources aussi de gaz et autres, parce qu'ils ne sont pas loin. Alors, ce qui a été de l'intérêt de l'Algérie depuis quand même un demi-siècle, c'est la déstabilisation de toute la région du Sahel, avec le soutien du Polisario, l'armement du Polisario, l'attaque contre les militaires marocains pendant 15 ans jusqu'au cessez-le-feu de 1991, et beaucoup de ces éléments du Polisario, comme c'est une milice armée qui a besoin donc des trafics, ils ont besoin donc de créer des zones poreuses, de grandes zones poreuses. Le sud algérien est très poreux, on ne sait plus qui rentre, qui sort, il n'y a pas de véritable surveillance des frontières, il y a souvent des affrontements, même des fois interethniques entre tribus Touareg et non-Touareg, ça fait des dizaines de morts, même sur le sol algérien. Donc cette région un peu opaque a permis tous les trafics. Donc si on peut on n'a pas suffisamment d'éléments pour accuser l'Algérie, mais ce qui est sûr, c'est que les Algériens ne font pas le travail véritablement pour acculer ces terroristes et préserver le voisinage. Et aujourd'hui, la tension entre les États du Sahel et l'Algérie n'a jamais été aussi importante. Il y a quand même un gouvernement au Mali. Est-ce qu'il a été dépassé par ce qu'on pourrait appeler la dynamique djihadiste? C'est-à-dire que faut bien se rendre compte qu'on a du mal à imaginer ce que peut être ce que peuvent être ces djihadistes qui tout d'un coup se mettent à monter sur une ville comme Bamako. Oui, c'est pour ça que c'est nouveau. Ça représente combien de personnes? Plusieurs milliers de combattants, etc. Donc le gouvernement n'a rien pu faire par rapport à ça. En fait, c'est ça ce qui pose la question. C'est un peu louche comme offensive, parce que quand même, pour mobiliser plusieurs milliers de combattants, il faut d'abord les rémunérer, il faut les nourrir tous les jours, il faut qu'ils soient équipés en armement, pour pouvoir se défendre et pour pouvoir attaquer. Donc, d'où proviennent ces fonds? Et à qui profite le crime surtout? Puisque aujourd'hui, ceux qui sont mis en difficulté, c'est surtout aussi les Russes, parce qu'il faut prenons de la perspective de Moscou, ils ont perdu la Syrie l'année dernière sur une offensive surprise de djihadistes. D'ailleurs, s'il y a une minute, je parlerai un peu de scénario qui est élaboré à partir d'Alger pour remplacer Assimi Goïta, donc le président de la transition au Mali, qu'on accuse aussi d'être président d'une junte. Donc il y a les Russes qui ont perdu sur cette offensive surprise la Syrie plutôt, qui ont perdu l'Arménie, face à l'Azerbaïdjan, qui a été soutenu par Israël et les États-Unis, une grande victoire de l'Azerbaïdjan, effacement de cette république arménienne en Azerbaïdjan totale qui existait depuis des millénaires, et pas en tant que république, mais la population arménienne à l'ouest de l'Azerbaïdjan totalement effacée, et recul de la Russie sur plusieurs fronts. Donc ils ne veulent pas reculer puisqu'ils avancent sur en Ukraine. D'autant qu'ils sont en direct maintenant en Afrique, et Wagner a été remplacé par un contingent Africa Corp, qui est Africa Corp, qui a été aussi aperçu dans les convois de citernes de carburant qui ont alimenté Bamako. Aujourd'hui, il n'y a plus de crise de carburant à Bamako. Mais je vous disais, ce scénario, on veut faire apparemment, j'ai pu lire ça, de Iyad Agrali, qui est le chef du JNIM, qui est à la tête de cette offensive. Il y a eu une suggestion d'en faire le Ahmed el-Shara de Bamako, c'est-à-dire chasser exactement comme ce qu'ils ont fait avec l'allié de la Russie en Syrie. Je ne dis pas, quand je dis on, c'est-à-dire on sait très bien qu'il a été soutenu par les Turcs et par plusieurs alliés de Turcs, Ahmed el-Shara, et le départ d'Al-Assad a été quand même une bonne nouvelle pour le peuple syrien, après 60 ans de présence du Baath. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour Assimi Goïta, et justement, comme vous l'avez dit, c'est un peu trop tôt pour aller sur ce scénario, mais effectivement, déjà il séduit au niveau de Alger. Mais si je peux poser une question, parce que je pense que les États-Unis ils sont au courant de tout ce qui se passe, avec tout ce qu'ils ont comme moyen de contrôle. Est-ce que c'est pas la réponse éventuelle des États-Unis par rapport au poids de la Russie dans cette région-là?
Vous dites que les États-Unis seraient derrière cette offensive d'Al-Qaïda. C'est encore pire que d'accuser l'Algérie. Je dis, c'est-à-dire laisser faire, c'est pas laisser faire, c'est participer. J'ai envie d'appeler Sylvester Stallone parce que là on a un sujet. Hein. On a World Corporation. World Corporation. Mais les États-Unis sont présents dans d'autres zones africaines. Qu'est-ce qui va se passer maintenant sur le Mali, parce que c'est vrai qu'on parle des Russes. Les Russes, on s'est dit, moi quand j'ai vu cette offensive djihadiste, je me suis dit mais que font les Russes, quoi? C'était logique que les Russes interviennent tout de suite. 2000 hommes russes installés, stationnés donc au Mali. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont permis aujourd'hui de stabiliser la situation à Bamako, de sanctuariser la capitale, faire en sorte que si tout le pays tombe, ce que justement, pour revenir au scénario syrien, il y a tout juste une année, c'est ce qu'on pensait. On pensait que tout le pays allait tomber, mais qu'il allait y avoir une bataille de la capitale. C'est ce qui n'a pas eu lieu. Ici, c'est l'inverse. La capitale n'est pas facilement tombée. Bien au contraire, Bamako a été bien sanctuarisé par les Russes, et pour cause, il faut protéger ce pays, il faut vraiment soutenir cette transition, je pense, parce que ce qu'il y a en face, c'est quand même les djihadistes. On a arrêté des bus, on a sorti des femmes, on les a obligées dans les régions tombées sous le main des JNIM, on a obligé les femmes à se voiler, on a exécuté des influenceuses TikTok, lapidées, donc déjà on voit ces pratiques il y a quelques du djihadisme années, on a assassiné des journalistes, voilà, etc. C'est terrible, et donc, on ne souhaite pas ça pour ce pays qui est le Mali, qui est quand même une grande nation africaine, une des plus anciennes, souvenons-nous des Askia, des grands souverains du Moyen-Âge. C'est un pays qui mérite beaucoup mieux, espérons de meilleurs lendemains pour ce pays. Et pour avoir connu le Mali à une autre époque, il y a des grands musiciens, il y a une culture incroyable. Oui. On passe au débat express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors, les débats express, et on va reparler du voyage du pape au Liban. C'était assez inattendu, parce que finalement, c'est pas un pape qui voyage beaucoup. C'est un pape qui est assez discret en fait, et qui règle quelques problèmes, mais en restant un peu au Vatican. Et là, donc premier voyage, c'était en Turquie, c'est ça? Alors c'est le premier voyage, c'est l'Orient. Donc il part sur Turquie-Liban. Ouais. Premier voyage, donc il atterrit effectivement en Turquie, il va à Nicée, où il y a 1700 ans, l'accord chrétien sur la Trinité a été atteint, a été trouvé par les religieux de l'époque. Il y a quand même 17 siècles, c'est très très loin. Et pourquoi? Parce que c'est le point commun qui réunit toute la chrétienté, protestants, orthodoxes et catholiques. Donc il cherche à réconcilier la chrétienté, mais il cherche aussi à tendre la main vers l'islam, puisqu'il va au Liban. Alors le Liban est un pays à forte ADN chrétienne. Il le fait depuis son arrivée. Il le fait depuis son arrivée. Il est en Turquie aussi. Et en Turquie, effectivement, n'oublions pas, c'est 100% musulman. C'est très important pour lui. Oui, pays laïque, mais musulman. Pour le Liban, le pape, c'est le chef des chrétiens, d'accord, on est d'accord, mais il y a des chrétiens au Liban, mais c'est aussi un chef d'État, le pape. C'est quelqu'un qui pèse, enfin en tout cas qui devrait peser. Y compris dans la géopolitique, y compris dans le monde moderne. Voilà. Donc pourquoi est-il allé au Liban en fait? Est-ce qu'il est allé au Liban pour remonter le moral des chrétiens libanais ou pas? Des populations? N'oublions, voilà, la chrétienté est née en Orient. Elle est née avec Jésus de Nazareth. Nazareth est une ville aujourd'hui qui est en Israël. Donc on parle de l'Orient, et les chrétiens d'Orient sont un symbole de la tolérance de l'islam, que l'islam. Moi, je vous renvoie à Amin Malouf qui parle de ces éléments-là longuement dans toute son œuvre, et qui rappelle que grâce à la tolérance de l'islam, qui a été pour très longtemps la religion de la tolérance, de l'ouverture et de la science, eh bien on a pu préserver pendant des siècles et des siècles des communautés chrétiennes qui ont pu vivre et s'exprimer en toute liberté. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments très difficiles avec
cette montée de l'extrémisme, du radicalisme lié à l'extrémisme islamique. Et donc ça a mis en difficulté, il y a eu cette guerre civile aussi pendant les années 70-80 qui a été faussement présentée comme une guerre civile islam contre chrétiens, musulmans contre chrétiens, alors c'était des guerres, guerres de clans, voilà, c'était des guerres de clans. C'était une des lignes de fissure, mais il y avait d'autres lignes de fissure. Et aujourd'hui, moi ce que j'ai aimé, c'est 150 000 chrétiens qui sont allés à Beyrouth assister à cette belle messe du pape Léon XIV. Et ils existent, ils sont encore là, ces chrétiens du Liban. Ils sont aujourd'hui représentés par ce président fort qui est Joseph Aoun, qui est en train de mettre les points sur les i, comme on dit, face à Hezbollah. Il veut ramener la coercition entre les mains de l'État libanais. Il veut que l'État libanais ait le monopole de la force. C'est la base d'un État. Et donc ça, c'est une... il parle de très loin. Il parle de très loin. On a un président patriote qui veut désarmer le Hezbollah. C'est compliqué, mais c'est en cours. Et cette messe de 150 000 chrétiens, c'est un message fort pour avoir un État libanais fort pour faire face à cette vérité expansionniste malheureuse que l'on constate à Tel Aviv de la part du sionisme messianique. En tout cas, je trouve, on en a parlé quand on a préparé cette émission, je trouve que le voyage du pape a permis de mettre en lumière la situation actuelle des Libanais, et avec des exemples, ces drones qui passent à Beyrouth, les avions, les menaces, le manque d'argent, cette économie qui ne peut pas redémarrer pour l'instant, et c'est extrêmement touchant parce que comme la diaspora libanaise, elle est très présente partout. On a tous, je dirais, on a presque tous des amis libanais ou des gens libanais qu'on a connus. Il y a plus de Libanais à l'extérieur du Liban qu'à l'intérieur du Liban. Je sais. Donc ça, je pense que ça a redonné de l'espoir. Bon, il y avait un message fort. Il a demandé aux Libanais de rester chez eux, de rester dans le pays, parce qu'effectivement, il y a la volonté de reconstruction. Et il faut être derrière Joseph Aoun, parce que sinon ça ne servira à rien. Il faut être derrière Joseph Aoun. C'est une belle phrase de conclusion. Oui. Alors, débat express. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais sur le ton de la plaisanterie, mais c'est assez drôle. Je voulais vous en parler. Vous n'étiez pas à l'écoute tout à l'heure. Est-ce que vous savez combien coûte une heure? Il faut que je le retrouve. J'ai beaucoup de notes le matin, donc une heure de Air Force One. L'avion présidentiel. Évidemment, on va parler de Trump. C'est sorti dans le HuffPost hier. C'est une enquête du HuffPost. Le Air Force One, ça coûte 273 063 $ de l'heure de vol. Alors, pourquoi parce que c'est gros. Oui, je crois en stationnant aussi, il consommait, donc voilà. En sécurité, en maintenance. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, d'après le HuffPost, le président américain aurait déjà coûté 70,8 millions de dollars depuis le début de son deuxième mandat en golf. Ah bon ? Il joue au golf. Et il joue au golf en Floride. Donc il mobilise Air Force One pour y aller. Il y va en Air Force One. Ouais. Il passe actuellement, d'après le HuffPost, à peu près 12% de son temps à jouer au golf. Voilà. Et ils ont calculé que à la fin de son mandat, il allait dépasser les 300 millions de dollars, qui sont donc payés par le contribuable américain. Et oui, et une des meilleures c'est quand même génial. Une des meilleures façons de faire affaire avec Trump, c'est de jouer avec lui au golf et de le laisser gagner. Apparemment, ça marche. Non, mais il joue bien, apparemment. Il y a certains replays où il est pas mal, en handicap. Même en trichant, en récupérant quelques balles. À votre avis, ça fait avancer le monde qui continue à jouer au golf? Pour un joueur de golf, je prendrais pas de position sur ce sujet-là. C'est le parcours le plus cher du monde. Et il a reçu Ursula von der Leyen. Oui, mais peut-être que si Zelensky joue au golf, ça se passerait mieux. Oui, voilà. Peut-être. Messieurs, vous avez été parfaits comme d'habitude. Merci Youssef El Amal, merci Hafid Boutaleb. C'est déjà fini. Ça passe vite. À très très bientôt dans les décodeurs. La suite, c'est les informations déjà avec Karim Dronet. Tant pis pour elle.